Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 22 novembre et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Un tableau ni noir ni rose, ces 5 signes qui montrent que l'économie française résiste malgré tout, à lire sur BFM TV. 80% des Français effectueront des achats pendant le Black Friday, à lire sur Fashion United. DPP, ce que les marchands attendent du passeport numérique des produits, à lire sur le JDN. Le roi Merlin, le centenaire vu par sa dirigeante, Agathe Monpeilly, à lire sur République Retail. Et enfin, Jiffy cherche un repreneur, à lire sur pointdevente.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Dans l'épisode de cette semaine, je vous invite à découvrir une conversation passionnante sur les enjeux 2025 pour les commerçants, les TPE et PME, avec Francis Barrel, directeur général de PayPal en France. En attendant, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Synthèse de la revue de presse. Retail e-commerce, une semaine marquée par l'innovation, la résilience et les défis concurrentiels. Le secteur du retail et du e-commerce français continue d'évoluer dans un contexte économique et social en mutation, entre performances remarquables, pression concurrentielle et transformation durable. Voici les grandes lignes de l'actualité de cette semaine. Croissance et diversification, venteunique.com en tête de peloton. Malgré un environnement économique morose, venteunique.com affiche des résultats solides avec une augmentation de 15,6% de son volume d'affaires annuel. La clé de ce succès, sa stratégie centrée sur sa marketplace qui s'impose comme un moteur de croissance à l'international et un positionnement produit parfaitement adapté. Alors que le marché français de l'ameublement recule de 5,8%, l'entreprise continue de croître, particulièrement en Europe du Sud, avec plus 27,9%. Cette performance illustre une tendance plus large. Les entreprises qui misent sur la diversification et les marketplaces parviennent à tirer leur épingle du jeu dans un environnement économique incertain. Temu dépasse Vinted, la montée en puissance des marketplaces asiatiques. Le classement de la FEVAD révèle un bouleversement majeur. Temu, le géant chinois du discount, s'installe au 4e rang des sites les plus visités en France, dépassant Vinted. Avec 18,4 millions de visiteurs uniques par mois, Temu confirme l'attrait des consommateurs français pour des plateformes proposant des prix très compétitifs. Cette progression couplée à la persistance de Chine dans le top 10 met en lumière une pression concurrentielle accrue pour les acteurs européens déjà confrontés à des défis réglementaires et économiques. Réglementation et durabilité, le Digital Product Passport en débat. La transition écologique reste un enjeu majeur pour le secteur. À Bruxelles, les discussions autour du Digital Product Passport, DPP, entrera en vigueur en 2027 pour les produits textiles, électroniques et les batteries, suscitent l'attention des e-commerçants français. Ce passeport numérique est perçu comme une opportunité pour renforcer la transparence et la confiance des consommateurs, tout en établissant des règles équitables face aux marketplaces étrangères. Cependant, les acteurs français espèrent que le DPP intégrera les initiatives nationales, comme l'indice de réparabilité instauré par la loi AGEC, afin d'éviter de repartir de zéro dans l'implémentation de ces outils. Chapvision mise sur l'IA pour devenir le Palantir européen. Dans le domaine technologique, Chapvision fait sensation avec l'acquisition de Cinequa, une start-up spécialisée dans la recherche
augmentée par l'intelligence artificielle. Fort de cette opération et d'une levée de fonds de 85 millions d'euros, l'entreprise ambitionne de conquérir de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis, tout en consolidant sa position de leader européen dans le traitement massif des données. Cette avancée témoigne de l'importance croissante des technologies de pointe pour optimiser les modèles d'affaires et répondre aux attentes des grands comptes. Les consommateurs français entrent bonne affaire et responsabilité. À l'approche du Black Friday, 80% des Français envisagent de faire des achats, un chiffre en hausse de 9 points par rapport à l'an dernier. Toutefois, le budget moyen consacré à ces achats diminue, témoignant d'un souci croissant de responsabilité. Les consommateurs privilégient désormais les achats utiles et évitent les retours excessifs, confirmant une tendance à une consommation plus raisonnée. Jiffy cherche un repreneur, Leroy Merlin accélère un siècle de transformation. L'enseigne discount Jiffy se trouve à un tournant de son histoire, son fondateur ayant décidé de la mettre en vente. Confronté à des difficultés structurelles et à une concurrence exacerbée par des acteurs comme Action, l'enseigne cherche un repreneur pour assurer sa survie. De son côté, Leroy Merlin célèbre son 100e anniversaire en grande pompe, sous la houlette de sa nouvelle dirigeante, Agathe Monpeilly. L'enseigne met en avant des initiatives ambitieuses en matière de durabilité, de rénovation énergétique et d'innovation, tout en soulignant son rôle local et humain. Une résilience économique sous tension. Enfin, les données macroéconomiques montrent une certaine résilience de l'économie française. Si la croissance reste modeste, la consommation des ménages, portée par une amélioration du pouvoir d'achat, demeure un pilier de stabilité. Néanmoins, la concurrence internationale, l'évolution réglementaire et les incertitudes politiques continuent de peser sur les perspectives à moyen terme. Un tableau ni noir ni rose, c'est 5 signes qui montrent que l'économie française résiste malgré tout, à lire sur bfmtv.com en date du 21 novembre. Si certains indicateurs virent à l'orange, voire au rouge, l'économie française échappera à la récession cette année grâce à une bonne capacité de résistance, une résilience qui pourrait toutefois être remise en cause par l'issue des discussions sur le budget et le contexte géopolitique. Des finances publiques à la dérive, des plans sociaux et fermetures d'usines qui augmentent, un climat politique et géopolitique incertain qui incite les investisseurs à la prudence, pas de doute. C'est une fin d'année maussade qui s'annonce pour l'économie française. L'INSEE l'a confirmé récemment en prédisant une activité tricolore tournant au ralenti au 4e trimestre avec une croissance nulle. Mais malgré le pessimisme ambiant, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, appelle à ne pas céder au catastrophisme. L'économie française confirme mois après mois une certaine résistance, une certaine résilience, a-t-il affirmé sur France Inter mi-novembre. Car sans ignorer les indicateurs les plus inquiétants, certains signaux viennent nuancer le constat d'une économie en panne sèche. Le tableau est certes loin d'être idyllique, mais il n'est pas aussi sombre que certains le pensent, comme le résume François Villeroy de Galhau. L'économie française n'est ni noire, comme tout le monde a tendance à le dire aujourd'hui, ni rose, du moins pour le moment. La France échappe à la récession. Commençons par dire que la croissance nulle attendue au 4e trimestre doit être relativisée puisqu'elle illustre surtout le contre-coup de l'effet JO qui avait boosté le PIB entre juillet et septembre à plus 0,4%. Au final, sur l'année 2024, l'activité progresserait de 0,8 à 1,1% selon les différentes projections, comme en 2023. C'est certes peu, mais largement suffisant pour que la France échappe à la récession. Cette croissance molle à laquelle la France est a été abonnée entre 2012 et 2017 est finalement peu ou prou alignée avec celle des autres pays au cœur de l'Europe, observe Christopher Dambic, économiste et conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
L'Hexagone fait même mieux que l'Allemagne qui, en route pour une deuxième année consécutive en récession, pourrait presque envier la performance tricolore. Si la France ne s'en sort pas si mal, c'est notamment parce que son économie dépend davantage de son marché intérieur et est donc moins exposée aux turbulences de l'économie mondiale. Le poids de son industrie dans le PIB est aussi moins fort que d'autres pays à l'heure où l'industrie européenne subit de plein fouet une crise de compétitivité, souligne Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management. Dans le contexte actuel, ces facteurs qui sont plutôt des facteurs de faiblesse en temps normal deviennent des facteurs de résistance, ajoute l'économiste. Une industrie qui résiste globalement. Cette résilience de l'économie française ne doit pas masquer les plans sociaux et fermetures d'usines annoncées depuis quelques semaines, y compris par de grands groupes. Derniers exemples en date, Michelin qui a décidé la fermeture de 2 usines dans l'Hexagone et Auchan qui entend tailler dans ses effectifs. Mais dans les 2 cas, ce n'est pas un problème de conjoncture, indique Christopher Dambic, pour qui le contexte conjoncturel n'est pas idéal, mais on a connu bien pire. Le fabricant de pneumatiques paye surtout le manque de compétitivité à l'échelle de l'Europe. Quant au Auchan, pâtit de difficultés structurelles, le distributeur n'ayant pas parvenu à adapter son modèle obsolète centré sur les hypermarchés. Dans l'industrie, la situation est loin d'être homogène. Certaines entreprises du secteur manufacturier rencontrent d'importantes difficultés, mais c'est un phénomène mondial qui n'est pas propre à l'économie française, note Christopher Dambic. Dans sa dernière enquête, la Banque de France remarque surtout qu'une des bonnes surprises est que l'industrie globalement a résisté relativement bien en octobre, expliquait François Villeroy de Gallo. Par exemple, l'aéronautique, que l'on pensait sinistré au moment du Covid, est un secteur qui va bien aujourd'hui. L'agroalimentaire est un secteur qui repart, c'est félicité le gouverneur de la Banque de France. Reste que les défaillances d'entreprises ont bondi de plus de 20% en octobre sur 12 mois cumulés. Mais là encore, attention, conclusion trop hâtive, puisque cette recrudescence est avant tout le signe d'un rattrapage, alors que le nombre de défaillances s'était écroulé pendant les années Covid en raison des aides importantes reçues par les entreprises, à commencer par les zombies. Un taux d'emploi record. Après plusieurs trimestres de nette augmentation en 2021 et 2022, l'emploi s'est dégradé au 3e trimestre, avec 17 700 destructions nettes d'emplois comptabilisées par l'INSEE. Sur la même période, le taux de chômage a légèrement progressé pour atteindre 7,4% et pourrait s'approcher des 8% fin 2025 selon les prévisionnistes. Le signe d'un retournement de conjoncture, je ne crois pas que ce soit l'économie française qui se retourne, c'est le marché du travail, analyse sur BFM Business Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Comme pour les défaillances d'entreprises, la dégradation du marché de l'emploi semble essentiellement traduire un retour à la normale après les années Covid, pendant lesquelles les entreprises ont bénéficié d'un soutien massif pour préserver l'emploi. Grâce à ces aides, de nombreuses entreprises, anticipant un rebond de l'activité au sortir de la pandémie, ont pu conserver leur main-d'œuvre et même parfois embaucher. Les entreprises n'ont pas licencié comme elles le font d'habitude pendant un choc. C'était une anomalie, décrypte Christopher Dambic. Maintenant que la croissance française a retrouvé un rythme modeste et que les dispositifs de soutien ont disparu, les entreprises ajustent l'emploi, ce qui est complètement logique, indique Éric Heyer. Et d'ajouter, ce n'est pas tellement le fait qu'on va détruire des emplois qui paraît incroyable, c'est qu'on en ait créé autant avant. On a créé 6,5% d'emplois depuis le début de la crise Covid pour uniquement 5% de croissance économique dans le secteur privé. Donc on réajuste, ce qui conduira à 150 000 destructions d'emplois l'année prochaine et à un taux de chômage à 8% selon l'économiste de l'OFCE. Dans la même logique, les embauches reculent selon les données de l'URSSAF, tout en restant encore en dessus de leur niveau d'avant Covid. Mais pour Christopher Dambic, le meilleur baromètre du marché de l'emploi, plus que le taux de chômage, reste
Le taux d'emploi, or cet indicateur qui rapporte le nombre de personnes en emploi à la population totale des 15-64 ans, au troisième trimestre a atteint un nouveau record à 69,1%. Une consommation qui reste solide. Élément essentiel à la bonne santé de l'économie française, la consommation des ménages, sans atteindre des sommets, reste robuste vu les circonstances grâce à un pouvoir d'achat qui a été relativement soutenu, estime Éric Dor. En dépit de l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages, soutenu par les aides de l'État et par l'amélioration de l'emploi, a en effet rebondi de 0,3% en 2023, après avoir baissé en 2022. Ce même pouvoir d'achat devrait progresser de 1,3% en 2024. Maintenant que l'épisode inflationniste est terminé, observe l'INSEE. Les seuls salariés ont été moins bien lotis. Leur pouvoir d'achat s'est érodé ces 2 dernières années, les revalorisations ayant été globalement moins importantes que l'inflation. Mais la tendance s'est inversée en 2024. L'INSEE tablant sur une hausse du salaire moyen par tête réelle de 0,9%. Le retour à la normale du marché du travail depuis quelques mois avec des suppressions d'emplois se traduit en outre par des gains de productivité, ce qui laisse supposer que les entreprises pourront dans les prochains mois continuer d'augmenter les salariés plus que l'inflation sans détériorer leurs marges, souligne Éric Heyer. Les marchés font toujours confiance à la France, malgré un dérapage inédit des finances publiques et le manque de réformes structurelles. Les agences de notation continuent de se montrer clémentes envers la France. En octobre, Fitch et Moody's ont maintenu la note qu'elles attribuent à la dette tricolore, se contentant de dégrader sa perspective. Une indulgence qui tient en caractéristique de l'économie française assez bien diversifiée et fortement dépendante de son marché intérieur, selon Éric Dor. Quand on discute avec les investisseurs étrangers, il n'y a pas de sentiment de panique. La France arrive parfaitement à se financer, complète Christopher Dambic. Pour l'économiste, il y a un sentiment de psychodrame en France, alors que pour les investisseurs étrangers, c'est business as usual. Ils savent que c'est difficile de faire des réformes structurelles en France. Et après, reste à savoir si la France peut conserver sa capacité de résilience encore longtemps, car si le diagnostic de François Villeroy de Galhau est correct, il ne faut pas qu'on s'abrite derrière ça pour ne pas assainir les finances publiques, car on ne sait pas encore très bien de quel côté le bateau peut pencher, mais en garde, Éric Dor. À court terme, Christopher Dambic s'inquiète des effets récessifs du budget 2025. En l'état, le texte prévoit une hausse de la fiscalité directe et indirecte, rappelle-t-il, ce qui pourrait coûter quelques dixièmes de points de croissance selon lui, et ce pendant plusieurs années. Autre élément susceptible d'assombrir l'horizon, l'instabilité politique. Le dernier baromètre EY publié cette semaine faisait déjà état d'une perte d'attractivité de la France aux yeux des investisseurs depuis la dissolution. Mais que se passerait-il en cas de censure du gouvernement à l'issue des discussions budgétaires ? Si Édouard Philippe s'inquiète d'une crise financière en cas de chute du gouvernement Barnier, Christopher Dambic estime que ce risque est faible, entre 0 et 10%. Mais s'il y a un blocage complet, tôt ou tard, les marchés vont réagir. C'est ça le danger, prévient Éric Dor, qui craint une envolée du spread. L'écart entre les taux actuels se finance la France et l'Allemagne. Ajoutez à cela le contexte géopolitique et la crainte d'une guerre commerciale avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche qui pourrait affaiblir un certain nombre d'entreprises, autant d'éléments qui expliquent que l'indicateur d'incertitude mesuré par la Banque de France auprès des chefs d'entreprise demeure relativement élevé dans tous les secteurs. 80% des Français effectueront des achats pendant le Black Friday, à lire sur Fashion United en date du 21 novembre. À l'approche du Black Friday, une étude réalisée par PwC dévoile que les Français sont nombreux à attendre cette période pour faire de bonnes affaires. 80% d'entre eux envisagent de faire des achats à ce moment-là.
Pour cette édition 2024 du Black Friday, prévu le vendredi 29 novembre, et du Cyber Monday, le lundi d'après, les Français sont prêts à faire d'importantes dépenses. L'étude publiée par Stratégie, l'entité de conseil en stratégie de PwC France et Maghreb sur les intentions d'achat des Français, indique que 80% des Français envisagent d'effectuer des achats pendant le Black Friday et le Cyber Monday, une hausse de 9 points par rapport à 2023. Cependant, le budget alloué est en baisse de 10% sur une année et se situe à 233 €. Les jeunes âgés de 18 à 34 ans restent les plus intéressés par le Black Friday. 83% d'entre eux manifestent un intérêt pour l'événement, tout juste devant les autres tranches d'âge. 78% pour les 35-54 ans, 79% pour les plus de 55 ans. Le prêt-à-porter adulte reste la catégorie d'achat reine, avec 40% des répondants ayant l'intention d'effectuer des achats dans ce domaine, suivi de l'électronique et du prêt-à-porter enfant. Moins d'anticipation et des achats plus responsables. Les Français prévoient moins leurs dépenses à l'avance, dont seulement 33% d'entre eux plus d'une semaine à l'avance, avec un recul de l'anticipation des achats de Noël. 37% des achats de Noël seront effectués lors du Black Friday, soit un recul de 6 points par rapport à l'année dernière. Les consommateurs français continuent de vouloir adopter un comportement responsable. 36% anticipent de n'acheter que ce dont ils ont besoin, 35% souhaitent éviter des achats d'impulsion et 94% déclarent ne pas effectuer plus de retours que d'habitude pour les achats réalisés lors du Black Friday. Ils seront aussi plus attentifs aux bonnes affaires avec un montant minimum de remise recherché de 58%. En revanche, la peur d'avoir affaire à des promotions déguisées diminue de 9 points par rapport à 2023, démontrant une confiance accrue des consommateurs dans ce domaine. Comme l'an dernier, les achats devraient se dérouler majoritairement en ligne pour 62% des Français. Mais le magasin continue sa progression avec une intention de 38% d'achats en magasin, en hausse de 3 points par rapport à 2023. En 2024, le Black Friday préserve son attractivité avec de fortes intentions de dépenser. Les enseignes devront donc à nouveau être en mesure de répondre aux attentes des consommateurs. D'une part, ils s'attendent plus que jamais à des promotions significatives et d'autre part, le rôle des enseignes se renforce, notamment chez les jeunes, dans l'animation des catégories phares. S'ils semblent moins préparés à l'événement que les années précédentes, les Français anticipent tout de même, au moment d'effectuer leur achat, de prendre davantage en compte les enjeux liés au développement durable, notamment en achetant ce dont ils ont réellement besoin et en évitant les retours, ce qui est un signal fort pour les enseignes qui devront cibler leur promotion et mise en avant en conséquence, analyse dans un communiqué Jean-Thomas Ledoré associé chez PwC. Le sondage de stratégie a été réalisé auprès d'un panel représentatif des Français, Allemands, Italiens, Irlandais et Turcs âgés de plus de 18 ans en 2024. Cet échantillon a été interrogé par questionnaire en ligne du 25 septembre au 22 octobre. DPP, ce que les marchands attendent du passeport numérique des produits, à lire sur le JDN en date du 18 novembre. Enjeu de communication, de concurrence, de calcul des indices. Alors que les lignes du passeport numérique des produits sont encore floues, les e-commerçants nourrissent 3 principaux espoirs. Les contours du passeport numérique des produits sont débattus en ce moment à Bruxelles, baptisé Digital Product Passport, DPP. Il entrera en vigueur pour le textile, les batteries et les produits électroniques à partir de 2027. Le JDN a interrogé les e-commerçants et associations interprofessionnelles qui suivent de près les discussions au niveau européen pour connaître leurs attentes, le DPP comme outil de communication. Les marchands semblent unanimes, le passeport numérique des produits doit devenir un outil central pour les consommateurs, pas seulement une solution à destination de la police des douanes.
Les consommateurs ont besoin d'une information fiable sur les produits, avance Cécile Barato, directrice des affaires publiques chez Cdiscount. Les enjeux de lisibilité pour le consommateur sont au cœur de nos préoccupations parce qu'il y a énormément d'informations précontractuelles obligatoires. Selon elle, l'enjeu est d'autant plus important qu'en e-commerce, la majorité des achats se font sur mobile. Une position partagée par Zalando, le DPP doit aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés en facilitant l'accès à des informations complètes, partage un porte-parole. Selon e-commerce Europe, le vœu de certains acteurs irait encore plus loin. Une partie des e-commerçants désire, quitte à adopter le DPP, y mettre des informations au-delà des exigences réglementaires sur des initiatives personnelles, détaille Margarita Corsaro, chargée d'affaires publiques pour l'association interprofessionnelle. Il y a aussi un jeu d'influence de certains acteurs pour tenter d'inclure des éléments supplémentaires dans les informations légales. Bonne nouvelle pour les e-commerçants, les expérimentations européennes vont dans ce sens. Les réponses ne se trouvent pas dans le texte, mais dans SIRPAS 1 et 2, des projets pilotes cofinancés par la Commission européenne, partage Margarita Corsaro. L'idée du groupe de travail dont fait partie Zalando est de visualiser une première interface du DPP. La réflexion porte actuellement sur la séparation entre les exigences législatives et les autres informations qui pourraient être ajoutées pour que tout soit clair pour le consommateur, confie la chargée d'affaires publiques pour e-commerce Europe. Il n'y a pas de volonté d'interdire toute prise de parole des acteurs dans le DPP, conformément au désir des marchands, le passeport numérique ne sera pas une étiquette purement légale. De établir une concurrence équitable, le deuxième souhait du e-commerce est encore un peu plus ambitieux. Le DPP doit participer à une concurrence équitable avec les marketplaces asiatiques tels que Chine ou Temu. Sur le papier, le vœu apparaît comme déjà exaucé. Quel que soit le pays d'origine du produit, le DPP s'applique dès que ce dernier est distribué en Europe, rappelle Margarita Corsaro. Dans un récent appel à des mesures plus sévères à l'encontre des acteurs du e-commerce non conformes avec le droit européen, signé par 6 pays de l'UE, dont la France, le DPP est cité comme une étape cruciale pour mieux identifier les lacunes et préserver des conditions de concurrence équitables sur le marché unique, appuie Zalando. Mais dans les faits, le respect des règles par tous les acteurs s'annonce complexe. Il est aisé d'imaginer que les marketplaces d'ultra fast fashion ne se prêteront pas volontiers au jeu, le DPP visant à indiquer la durabilité des produits. En réaction, l'Europe n'aura certainement pas les moyens de les y obliger. Il y a déjà des problèmes pour faire respecter les lois existantes, constate Margarita Corsaro. Les ressources allouées sont identiques pour plus de réglementation et nous ne voyons pas de nouvelles approches à la mise en œuvre des règles. La chargée d'affaires publiques reconnaît qu'il est d'autant plus compliqué de poursuivre des entreprises sans siège établies en Europe. 3. Conserver les modes de calcul au-delà des acteurs européens. Les e-commerçants français ont aussi leurs propres revendications. Pour eux, les modes de calcul applicables dans l'Hexagone pour les indices de réparabilité, de durabilité pour les produits électroniques et du futur affichage environnemental sur le textile devront être conservés pour le DPP. Depuis 2021, avec la loi AGEC, les vendeurs de produits électroniques en France sont déjà soumis à un affichage d'un indice de durabilité et de réparabilité. Nous avons beaucoup travaillé pour la mise en œuvre de ces indices, justifie Cécile Barato, directrice des affaires publiques chez Cdiscount. De plus, les clients ont commencé à s'habituer à ces étiquettes. Nous espérons que le passeport va prendre en compte l'existant sans que nous ayons à repartir de zéro. Par chance, si la France a un temps d'avance sur la législation européenne, elle est également un exemple pour l'UE. Je pense qu'il y a de bonnes chances que ces modes de calcul soient conservés, indique Margarita Corsaro. La loi AGEC
est très influente dans les débats législatifs en Europe. En effet, la loi AGEC a d'ailleurs récemment influencé des actes délégués dans le contexte du règlement pour l'éco-conception, en particulier sur l'interdiction de détruire les invendus et les dérogations à définir. Pour les acteurs de la seconde main qui n'ont pas d'autres alternatives que de détruire, il a été défini qu'il fallait au moins 3 lettres de rejet pour des donations, des réparations, explique la chargée d'affaires publiques. Pourquoi ces 3 lettres ? C'est ce qu'avait défini la loi AGEC, dont l'Europe a repris la mesure. Les commerçants français peuvent avoir bon espoir que leurs souhaits se réalisent. Ils seront fixés d'ici janvier ou février, quand sera publié le 2e rapport européen. Le roi Merlin, le centenaire, vu par sa dirigeante Agathe Monpeilly, à lire sur République Retail en date du 21 novembre. À l'occasion de ses 100 ans, le roi Merlin a organisé un événement exceptionnel rassemblant fournisseurs, collaborateurs et partenaires. Un anniversaire symbolique qui a aussi marqué l'une des rares prises de parole publiques de sa nouvelle directrice générale, Agathe Monpeilly. Cette intervention a permis de dessiner les contours de la transformation en cours chez le roi Merlin. Pour ses 100 ans, le roi Merlin a orchestré un événement d'exception à Paris, mardi 19 novembre. À cette occasion, Agathe Monpeilly, directrice générale de Leroy Merlin France, a pris la parole devant un auditoire composé de fournisseurs, collaborateurs et partenaires de longue date pour rappeler l'évolution de l'enseigne, son rôle dans l'habitat des Français et les perspectives pour l'avenir. Lors de son discours, la dirigeante a immédiatement mis en lumière l'ampleur inédite de cette rencontre. C'est la première fois que nous réunissons un public aussi large et diversifié autour de notre histoire commune et de notre futur collectif, a-t-elle déclaré. Ce rassemblement à Paris, sous la forme d'une exposition immersive dédiée à l'habitat, retraçant 100 ans d'évolution de l'habitat, illustre une prise de parole audacieuse pour une enseigne généralement discrète. La dirigeante, qui s'exprime avec parcimonie, a rappelé que l'organisation d'un tel événement n'était pas dans l'ADN traditionnel de Leroy Merlin, mais qu'en cette année symbolique, il était essentiel de prendre le temps de célébrer et de partager avec ceux qui ont contribué à bâtir la marque. Avec un peu de marketing, l'idée a pris et nous sommes ravis d'être ici, a-t-elle ajouté avec un sourire, insistant sur la valeur des partenariats qui ont jalonné ce siècle d'existence. 100 ans d'histoire, un siècle d'évolution de l'habitat. Le roi Merlin, fondé en 1923, a accompagné les Français à chaque étape de l'évolution de leur logement. Agathe Monpeilly a retracé les grandes périodes qui ont marqué l'habitat en France, de la reconstruction dans les années 1920 à l'essor des maisons dans les années 1950, la personnalisation dans les années 80, jusqu'aux défis actuels autour de la rénovation énergétique et des solutions durables. Pour 2025 et au-delà, nous savons que l'habitat devra répondre à des enjeux énergétiques majeurs, a-t-elle affirmé, soulignant que l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est désormais une priorité. Ce virage vers un habitat plus durable s'inscrit dans l'ADN de Leroy Merlin, qui se veut un acteur engagé et précurseur. En 2023, Leroy Merlin a atteint un volume d'affaires de 9,93 milliards d'euros, confirmant sa position de leader dans l'amélioration de l'habitat en France. L'enseigne, qui compte 30 000 collaborateurs et une base de données de 10 millions de clients fidèles, accueille chaque année 650 millions de visiteurs dans ses magasins, son site internet et sa marketplace. Nous sommes fiers de cette relation de proximité et de cette capacité à anticiper les besoins des Français, a-t-elle confié. Des défis pour demain: accessibilité, durabilité et innovation. L'intervention d'Agathe Monpeilly a été l'occasion d'énoncer les 3 grands défis que le roi Merlin entend relever dans les années à venir. Accessibilité, rendre l'habitat
de qualité accessible à tous, offrir des solutions abordables sans sacrifier la qualité ou la durabilité, c'est un pilier fondamental de notre mission, a-t-elle martelé. Durabilité, transformer les gammes pour intégrer des produits plus responsables, réparables et écologiques, tout en développant de nouveaux services comme la location, la réparation ou la seconde vie des produits. Transition énergétique, accompagner les Français dans la rénovation énergétique de leur logement en collaboration avec les artisans, fournisseurs et pouvoirs publics. Elle a également mentionné les initiatives concrètes comme le Home Index qui incarne l'engagement de l'enseigne pour des solutions plus durables et inclusives. Un rôle local et humain ancré dans les territoires. Leroy Merlin veut se positionner comme une entreprise profondément locale. Agathe Monpeilly a insisté sur l'importance de rester proche des réalités des territoires. L'habitat à Maubeuge n'a pas les mêmes besoins qu'à Fréjus et nous devons continuer à répondre de manière adaptée. Elle a souligné que cette proximité est un gage de succès pour l'avenir. Un livre pour immortaliser un siècle d'engagement. Pour marquer cette année spéciale, Leroy Merlin a également publié un livre intitulé « Façon d'habiter » qui explore un siècle d'évolution de l'habitat en France. Plus qu'un ouvrage historique, il s'agit d'une réflexion sur les manières de vivre et de concevoir l'habitat, tout en ouvrant des perspectives pour les 100 prochaines années. En conclusion de son intervention, Agathe Monpeilly a exprimé une vision ambitieuse et fédératrice pour l'avenir de l'enseigne. Rester cette entreprise locale, humaine, positive et ouverte qui rend l'habitat accessible au plus grand nombre. Si Leroy Merlin célèbre son siècle d'existence, cette étape charnière arrive dans un contexte où le marché du bricolage évolue rapidement, porté par des transformations sociétales et économiques profondes. Le ralentissement du marché immobilier, marqué par des taux d'intérêt élevés et un accès au crédit plus difficile, redéfinit la manière dont les Français investissent dans leur habitat. Parallèlement, la baisse de la natalité et la montée en puissance des préoccupations écologiques incitent à repenser l'espace domestique, non plus dans une logique d'expansion, mais d'optimisation et de durabilité. Plutôt que de percevoir ces transformations comme des obstacles, Leroy Merlin veut y voir des opportunités de réinvention et poser les fondations pour les 100 prochaines années. Jiffy cherche un repreneur à lire sur pointdevente.fr en date du 20 novembre. Qui va reprendre Jiffy après l'annonce de son fondateur de vendre l'enseigne ? Des noms comme la famille Zouari ou Carrefour sont évoqués, sans confirmation pour l'heure. En proie à des difficultés financières depuis quelques années et devant faire face à une concurrence accrue d'acteurs comme Action ou de plateformes du e-commerce, Jiffy a de nouveau sollicité le soutien de ses banques et a mandaté le 14 novembre dernier la banque Lazare pour trouver un repreneur. Son fondateur, Philippe Ginestet, à 70 ans, a ainsi décidé de mettre en vente l'enseigne Discount d'équipements de la maison, d'après une information révélée par l'Informé, puis par Le Monde. Les offres étaient attendues le 18 novembre. 6500 personnes concernées en France. Depuis, les rumeurs vont bon train sur les rangs présumés l'homme d'affaires Mouez Alexandre Zouari, propriétaire d'une centaine de franchisés du groupe Casino, de Maxi Bazar, de Stocomanie et de Picard Surgelé, dont il sera bientôt actionnaire majoritaire. Selon Le Monde, le nom du groupe Carrefour a aussi été évoqué. Au total, 6 offres de reprise seraient à l'étude d'après le journal Sud-Ouest. Difficile migration ERP. Si la vente était finalisée, elle ne concernerait que l'enseigne commerciale et non l'immobilier. Jiffy compte 700 points de vente dans 17 pays, dont 600 en France, où le groupe emploie plus de 6500 personnes. L'enseigne de Bazar Discount avait notamment dû faire les frais en 2023 d'une bascule ERP ratée qui avait entraîné des difficultés opérationnelles et structurelles dans les stocks et l'approvisionnement,
conduisant à une perte de chiffre d'affaires de 9% dans un contexte inflationniste, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Des effets qui se sont encore fait sentir aujourd'hui, l'enseigne multipliant les promotions pour tenter de regonfler son chiffre d'affaires. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.